Eh bien, bonjour à tous. J'inaugure une nouvelle série, une nouvelle playlist qui va s'appeler Autour de l'open source, sur lequel je vais m'autoriser un petit peu de m'écarter du sujet de l'open source, voire des fois, franchement, être dans la digression et ne pas parler directement d'open source. Et le premier sujet que je voulais vraiment engager avec vous sur cette digression, c'est un sujet autour des enjeux du cloud et de l'IT. Alors, pour parler des enjeux du cloud et, et de l'IT, on va revenir sur un slide que j'ai déjà proposé sur une vidéo, sur la vidéo introductive sur l'open source et sur le libre. Et puis c'est cette timeline, je vais revenir un petit peu sur les grandes étapes, les grandes aires, et j'avais fait l'effort un petit peu, un petit exercice de style de les renommer en latin, et vraiment de positionner les grandes étapes de l'ère moderne de l'informatique. Donc la première des transitions on va commencer quand même pas effectivement dans l'ère moderne, hein, on va commencer à partir de ce que j'ai nommé la transition Res Informatica, c'est-à-dire la transition juste après l'arrivée dans l'ère de l'ordinateur individuel et le fait qu'on commence à avoir un software centrique, c'est-à-dire que ce n'est plus le hardware qui prévaut, c'est pas le hardware qui est prédominant, c'est le logiciel qui va devenir prédominant. Et c'est à cette époque qu'apparaît justement Linux. Et c'est pour ça que je recommence à ce niveau-là. C'est aussi l'époque à laquelle on voit Internet se démocratiser et l'arrivée du web. Et puis des technologies qui vont aller avec le web. Et c'est ce que je nomme ici l'ère hypertextus navigate qui va avoir arrivé les modèles de publication sur le web avec le HTML, plus tard le CSS, les initiatives avec les applets Java, les différentes fonctionnalités de clients enrichis qu'on a pu trouver sur les navigateurs. J'avais souligné à l'époque hein, sur la vidéo le fait que IBM avait effectivement senti le vent venir vis-à-vis de Linux et avait fait un investissement fort d'un milliard de dollars hein, sur Linux hein, pour vraiment commencer à investir le fait que la solution serveur sur laquelle ils allaient construire allait devenir une solution serveur à base de Linux. J'avais effectivement introduit cette transition virtualiste, l'arrivée de la virtualisation, et puis avec des acteurs comme VMware. J'avais pas forcément évoqué les solutions open source qu'il y avait en alternative parce que c'était balbutiant. Il y avait Xen, effectivement, il y avait des choses qui étaient présentes, mais disons qu'il y avait quand même une hégémonie de la virtualisation, et elle est toujours présente hein, dans l'entreprise, cette hégémonie de la virtualisation avec VMware. Et c'était l'introduction du terme GAFA. Hein. C'est Google commençait à vraiment être très 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 important avec une déclinaison de produits de services et le modèle web 2.0 qui s'épanouissait. Et puis Apple était effectivement déjà sur une position forte avec les coups d'éclat de l'iPod, de l'arrivée d'OS X, et puis la naissance des réseaux sociaux. Donc effectivement, c'est l'arrivée du terme GAFA. Il y a une transition encore plus importante, hein, c'est la transition vers le mobile device, hein, que j'avais nommé Armorum Mobilis, et puis qui a commencé avec l'introduction du smartphone fabriqué par Apple. Hein. Au début, personne n'a cru réellement au modèle proposé par Apple, et finalement, il est devenu omniprésent. La majorité des gens qui vont sur Internet maintenant vont sur Internet au travers d'un mobile device. Et puis bah, donc Google, Android est fabriqué sur Linux. Une autre transition extrêmement importante, c'est l'introduction de la containerisation, la transition Continents, avec le fait que le noyau Linux intègre en lui-même ce qui est nécessaire pour faire de la containerisation. Elle n'est pas née exactement sur Linux, on le verra un petit peu plus tard, elle est née sur les systèmes BSD, la notion d'isolation et de containerisation. Mais disons que le noyau Linux, c'est l'endroit où on a structuré l'effort. On a fait en sorte que
tous les éléments nécessaires pour ce qui allait devenir plus tard le cloud. Donc c'est comme ça que j'ai nommé cette ère, hein, l'ère pré-Nubes, pré-cloud, euh, sont arrivés avec l'arrivée dans le noyau de- des éléments d'isolation, des namespaces, des contrôles groupes qui vont permettre la containerisation. Un élément notable, c'est le rachat de Sun par Oracle, hein, et avec ça, tout l'écosystème Java, l'écosystème des bases de données MongoDB, qui va rejoindre le giron d'Oracle. La démocratisation de la containerisation, hein, c'est un petit peu plus tardif, c'est la société Docker Incorporated qui va la faire, hein, et qui va se décliner sur, on l'avait dit, sur un modèle core editor, hein, avec une partie open source et donc une partie community edition et une partie enterprise. Et puis juste quelques années plus tard, on rentre complètement dans l'ère du cloud avec Kubernetes, avec la notion d'orchestration de containers, et c'est Google qui va se positionner en leader. On le verra plus en détail dans cette présentation. J'avais largement insisté, hein, sur le fait que euh, les GAFA s'étaient construits sur une génétique open source, avaient compris tout de suite la force, la pertinence du modèle open source, et je l'avais exprimé sur le fait qu'ils étaient probablement plus malins que les autres. Les legacy, hein, Microsoft et IBM vont réagir, hein, ils vont tout de suite essayer de se repositionner, et on voit d'abord Microsoft qui fait le premier move en rachetant GitHub, et dans la foulée IBM qui va faire le plus gros rachat de l'histoire avec le rachat de Red Hat. Et puis j'ai conclu ce slide en rappelant qu'on rentrait dans l'ère de l'intelligence artificielle, et qu'il y avait des acteurs importants, OpenAI, Mistral. On va aller beaucoup plus loin cette fois-ci sur le sujet, donc je vais pas m'attarder sur ce slide, et puis je vais enchaîner directement sur un deuxième slide pour revenir encore plus loin au niveau de l'histoire, et puis carrément repartir au niveau des gros systèmes pour aller jusqu'au mobile device. C'est-à-dire cette fois-ci on va refaire un dernier hardware centrique. On va regarder un peu plus la transition hardware centrique, software centrique. Et donc, effectivement, bah, il y a cette ère préhistoricum, computatrum. C'est vraiment les gros systèmes, hein, Digital, Honeywell, Burrow. Et j'en ai mis deux de côté, hein, IBM, HP, hein, qui étaient déjà présents. Et eux, ils vont faire cette transition. Ils vont aller dans l'ère qui suit, dans l'ère Personalis Computarum. Et puis, bah, finalement, les autres vont un peu, les dinosaures vont s'éteindre, hein, et ne va rester ceux qui ont compris que il était nécessaire d'envisager l'informatique non pas sur les gros systèmes, mais sur des systèmes plus petits qui allaient à la fois être présents chez les particuliers, mais qui allaient aussi se démocratiser dans l'entreprise et devenir aussi le support pour une informatique plus horizontale, plus dans une démarche de ferme de serveurs, de cluster de serveurs. On voit arriver à cette période un nouvel acteur aussi, hein, sur la partie hardware avec Dell, hein. Et puis on voit, alors j'ai mis Microsoft, et effectivement il fait pas du hardware, mais il intervient à cette période, il intervient parce que IBM a besoin d'un système d'exploitation, et au même moment, bah, les deux vont, vont s'affronter à coup de pillage, à coup de récupération. Ils sont tous allés, enfin Apple est allé piller chez Xerox, et puis après Microsoft ira piller chez Apple. Mais on voit arriver les deux gros acteurs qui vont accompagner l'informatique, et qui l'accompagnent encore, hein, de l'ordinateur individuel. Il y a eu énormément d'autres initiatives, hein, Commodore, Amiga, Zenith, Data System. J'aurais pu en mettre beaucoup plus d'autres. Je ne les ai pas toutes mises. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'effectivement, les deux du dessous, bah, ils ont fait le ménage. Ils ont fait en sorte que toutes les autres alternatives disparaissent un peu. Ce qui va être important de noter par contre, c'est que voilà, on est arrivé à cette frontière un petit peu hardware-software, qui matérialise le fait que on était dans une démarche hardware centrique. On va passer beaucoup plus dans l'ère hypertextus navigaté, c'est l'ère d'Internet. On va passer dans une hégémonie du logiciel. Le hardware va devoir suivre le besoin logiciel, alors qu'avant c'était le hardware qui s'auto-justifiait, et le logiciel était vu comme quelque chose d'un peu plus accessoire.
On voit arriver Linux, comme on l'a dit, hein. On voit effectivement qu'il y a une réponse open source. Cette réponse open source, les acteurs du hardware, hein, les gros acteurs IBM, HP, Dell, vont rapidement identifier que c'est la bonne façon pour faire du serveur, pour rendre pour remplacer ce qu'on avait sur les gros systèmes avec Unix. Linux va fournir un Unix tolérable dans un premier temps, et maintenant il fournit même au-delà de ça un Unix pertinent, performant et hautement plus déclinable que ce que le modèle Unix propriétaire était capable de fournir. BSD a été présent, BSD est toujours présent, et j'ai été un fervent défenseur des systèmes BSD, mais il est impossible de ne pas considérer que Linux a pris une avance hautement considérable de par la polyvalence de ses usages, et puis aussi par le fait que Android s'est construit dessus, que c'est devenu la solution serveur prescrite par les gros constructeurs de hardware côté serveur, et puis ça reste un desktop tolérable. Donc là, c'est ce que j'avais identifié, hein, la fameuse transition Res Informatica, et elle ira nous accompagner jusqu'au cloud pour finalement se dire que les systèmes qui ont été fabriqués à cette époque vont servir pour, dans le cadre de la transition vers le mobile device, pour servir de base pour les OS qu'on va trouver sur les mobile devices, iOS, Android. Donc hardware centrique, sur les 2 premières aires, et puis sur les 2 aires suivantes, on devient complètement software centrique. Alors cette timeline-là, j'ai pas essayé du tout essayé de la rendre interactive parce qu'elle était trop complexe. Qu'est-ce que je veux montrer ici? C'est ce qui se passe. En gros, ce que je veux montrer, c'est l'introduction du cloud et la démocratisation du cloud. Elle a commencé par la virtualisation. Elle commence à la transition virtualis. Elle commence avec le fait qu'on a les solutions de virtualisation qui se démocratisent avec VMware, mais quelque part, on a les prémices de la containerisation. On a effectivement sous FreeBSD une API qui s'appelle Jail, hein, qui permet de faire un embryon de containerisation, un embryon d'isolation avec du shroud processus, avec une cartographie des processus différentes, une isolation des processus et une isolation des interfaces réseau. Ça va permettre de servir de base à ce qui va inspirer les développeurs du noyau Linux pour créer Linux Containerization qui arrivera en 2008. Et cette transition, la transition Continent, c'est clairement l'avènement du cloud. Avant, oui, on peut faire de l'infrastructure as a service, mais cette fois-ci, on va faire du cloud. On va pouvoir containeriser nos applications, puis par la suite les orchestrer. Donc on a l'arrivée de Docker, on a l'arrivée de Docker Compose, on a des initiatives qui sont en train de se construire pour faire ce qu'on appelle du platform as a service assez rapidement avec OpenShift, avec Cloud Foundry. Alors au début, elles réinventent leur propre version de la containerisation, elles réinventent une ébauche d'orchestration, et elle évoluera avec le temps, mais jusqu'à l'arrivée donc effectivement, un Docker Compose évolue, Docker évolue avec Docker Compose, avec Docker Swarm, on commence à avoir de la clusterisation, c'est-à-dire la containerisation rentre dans un modèle Ops, alors que jusqu'à présent elle était plutôt dans un modèle Dev. Et puis, il y a pas mal d'initiatives, Apache Mesos, le Rancher et ainsi de suite. Alors, Rancher a beaucoup évolué, hein, qui est porté par Suzy, Rocket et ainsi de suite, mais Kubernetes arrive. 2014-2015, Kubernetes arrive. Et clairement, c'est un game changer. Il va s'imposer comme la solution d'orchestration de containers. Et clairement, ce qui va se passer, c'est que toutes les autres solutions, même de plateforme as a service, OpenShift, Cloud Foundry, Heroku vont s'appuyer sur Kubernetes. L'hégémonie de Docker sur le runtime disparaît un peu avec justement avec l'arrivée de Kubernetes, avec les premières initiatives qu'il y a pu y avoir, et on commence à voir arriver des runtimes qui sont différents, beaucoup de démocratisation de runtime daemonless. Alors, j'ai commencé une série sur le cloud, le DevOps et la containerisation. Je vais largement détailler ce sujet. Donc, c'est une autre façon de faire encore des digressions pour la chaîne Ultra Green pour aller traiter d'un sujet un peu plus technique. Donc, je vous encourage
à suivre l'évolution de cette deuxième playlist un peu alternative sur la chaîne Ultra Green concernant la containerisation. Donc on verra un peu plus en détail les aspects un peu serverless, rootless qui ont pu être introduits avec Podman, Bulda et Scopeo. Si maintenant, pourquoi je vous emmène sur ce slide? Je vous emmène parce que ce qui est important, c'est de voir aussi que en même temps que la containerisation, il y a eu le besoin d'exécuter du logiciel avec ces containers, et puis ces logiciels ont besoin de données, ont besoin de services back-end pour pouvoir stocker ces données. Et là, on voit que les manœuvres sont assez importantes aussi, hein. Le rachat d'Oracle, le rachat par Oracle de WebLogic, puis après le rachat de Sun et la récupération de l'écosystème Java euh, et puis de MySQL, c'est la volonté d'Oracle de se positionner sur un segment sur lequel il va pouvoir effectivement s'épanouir sans être en collision avec à la fois, on va le voir un peu plus tard, la partie runtime, hein, sur lequel il y a des mastodontes qui vont se positionner, et puis la partie orchestration où rapidement on voit que Google, quand l'orchestration est arrivée, s'est approprié directement le principe et n'a pas laissé de place aux autres. On voit qu'effectivement, les signaux avant-coureurs, hein, de l'omniprésence de certains legacy Microsoft sur le runtime, on le voit rapidement, hein, avec le partenariat Docker Microsoft. Très rapidement, Docker va passer presque la moitié de son temps à faire de la containerisation Windows sur l'hyperviseur Windows plutôt que de faire de la containerisation sur Linux. De toute façon, le boulot était déjà fait, hein, par les développeurs du noyau. Il y a eu des volontés entre Red Hat et Docker de se rapprocher, parce que de Red Hat sentait bien que c'était pertinent, que le principe de la containerisation était pertinent. Et puis, bah, je pense que bon, il est manifeste que ça s'est pas forcément très bien passé, puisque rapidement ils vont chercher l'émancipation et la mise en place de leur propre solution avec Podman, Bulda et Scopeo. Et puis le rachat de Red Hat par IBM démontre que là on a un autre legacy qui cherche à se positionner sur le runtime, qui ne l'avait pas fait par lui-même et qui a toujours eu une approche quand même très hardware centrique, mais pour autant, sa façon d'être software centrique, c'est le rachat. Ça a été un petit peu son approche après les déconvenus qu'il a pu avoir avec Microsoft, qui effectivement s'est taillé son positionnement software centrique un peu au détriment d'IBM. Avec cette étape, il se réaffirme sur le software centrique et il se réaffirme encore plus comme un acteur fort sur la containerisation, sur sur la partie runtime de la containerisation. Je vais finir ce slide, hein, pour montrer qu'effectivement, il y a quelque chose d'important aussi, c'est l'aspect normes et fondations. On est sur UltraGreen, on est là pour parler d'open source, et donc on le fait. On voit qu'effectivement, il y a eu la volonté de construire des standards autour de la containerisation, et que ces standards vont être portés par la CNCF, par la Cloud Native Computing Foundation, et que Google ne s'est pas trompé. Pour que son logiciel, pour que Kubernetes se démocratise, on l'a donné à la Cloud Native Computing Foundation pour permettre d'augmenter son périmètre de démocratisation. Je ressouligne un tout petit peu, hein, justement, hein, au niveau des forces en présence sur la partie software centrique. Je vous l'ai dit, hein, la partie containerisation, l'hégémonie, alors l'historique c'est FreeBSD, la concrétisation de la containerisation c'est le noyau Linux avec LXC, et puis on voit effectivement des initiatives locales avec Rocket, CoreOS, puis deux, deux legacy qui vont faire un takeover sur le sujet. Un, en rachetant Red Hat et en s'appropriant donc par la même occasion Podman, Builda, Scopeo comme solution, comme prescription en termes de runtime. Et de l'autre côté, Microsoft, qui joue plus la carte de la polyvalence avec Docker, qui est capable de lui fournir de la containerisation côté Linux et de la containerisation côté Windows, en ayant bien fait travailler Docker Incorporated sur ce sujet. On voit qu'effectivement, il y a un consensus de fonctionnement qui se fait au travers de l'open source, hein, au travers de la standardisation, en récupérant ce qui n'a pas fonctionné avec les prescriptions de l'Apache Foundation, avec Mesos, mais surtout la CNCF et puis les efforts de normalisation et la volonté de construire avec la Cloud Native Computing Foundation un terrain d'innovation commun. L'orchestration, là, il n'y a pas de secret, hein, la couche du milieu, la couche orchestration, Google, hein, Kubernetes omniprésent, Swarm,
C'est pas suffisant en termes de solutions généralisables, démocratisables pour faire du cloud autour de la containerisation. Et puis Microsoft Azure est présent sur l'infrastructure, est présent sur toute la partie IaaS, mais va donc lui aussi utiliser Kubernetes pour construire son cloud orchestré, son cloud de containerisé orchestré. Et puis Red Hat fait la même chose avec OpenShift. Kubernetes devient l'orchestrateur au sein d'OpenShift et on voit un cloud qui se dessine avec des solutions qu'on peut déployer on-premise avec du Cloud Foundry ou avec de l'OpenShift et l'avènement des premiers acteurs sur le cloud. Là, j'ai cité que AWS, Google, on en verra d'autres qui vont construire une hégémonie sur le cloud en utilisant les solutions qui ont été à la fois construites par l'open source, par Linux, qui ont été démocratisés par des sociétés comme Docker, par des solutions alternatives qui se développeront plus tard sur la partie runtime avec Podeo, Podman, Builda et Scopeo par Red Hat et racheté par IBM, les legacy sur le runtime, un des GAFA sur la partie orchestration, et tout le monde utilise ça pour faire des services cloud et, euh, et proposer ce que va devenir plus tard le schéma des hyperscalers. Alors, sauf que là, j'ai fait un vrai centrique, software centrique pour le coup. Et c'est un peu oublié que pour faire tourner du cloud, il faut de l'infrastructure, il faut malgré tout du hardware. Donc oui, on est bien dans cette ère du cloud, enfin préalable au cloud. Et effectivement, on voit pendant ce temps-là nos IBM, HP, Dell qui proposent leurs serveurs aux entreprises. Les entreprises vont construire leur IaaS, leur infrastructure as a service sur ces serveurs, sur ces châssis. Et sauf que pendant ce temps-là, on a dit, hein, il y a cette transition virtuelle qui arrive, qui va encore changer la donne parce que les entreprises vont pouvoir effectivement aller construire leur propre solution cloud. Sauf que à un moment, il y a une entreprise qui vend des livres, qui a décidé que le modèle proposé par les prescripteurs d'infrastructure, leur serveur coûte très cher et ainsi de suite. Et puis les services cloud, la virtualisation fait pas tout. Ils ont cherché à rentabiliser, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, je suis obligé de construire de l'infrastructure. Si je trouvais un modèle pour rentabiliser mon infrastructure, donc quitte à en construire, je vais en construire beaucoup, et puis je vais m'héberger moi, mais je vais héberger les autres. Et c'est la naissance de Amazon Web Services et la naissance des solutions d'infrastructure avec EC2 qui maintenant on le sait hein, héberge la moitié voire un peu plus d'internet. Ça va provoquer une réaction directe de Google avec la création de GCP, la création par Microsoft de Azure, hein, et puis un peu plus tard, IBM réagira aussi, sachant que bon, là pour le coup, ils se sentaient un peu à l'aise parce qu'ils disent ils peuvent construire tous les clouds du monde, à un moment ils auront besoin de serveurs pour les héberger, on sera présent. Méfiance, on le verra un peu plus tard. Google, première salve, on l'a vu un peu plus tôt, hein, euh, propose la solution qui va bien pour faire de l'orchestration de containers et du coup les autres vont s'aligner pour se dire je dois rattraper mon retard sur le catalogue de services que propose Google sur GCP et pour ça je vais aller utiliser leur solution pour être compatible avec ce qu'ils proposent et puis on va voir AKS EKS en alternative à ce que Google propose avec GKE. Et là, on est complètement dans l'ère du cloud moderne. D'accord? Ce qui vient d'apparaître, c'est le modèle des hyperscalers. Ils vont être suivis par ceux qui avaient un petit peu raté le wagon au début. Oracle va se repositionner. Et lui, on a vu qu'il a fait un chemin différent sur les applications, sur, euh, sur les middleware, sur la couche serveur d'application et ainsi de suite. IBM se positionne parce que oui, je fabrique des serveurs, mais du coup, j'ai fait ce qu'il fallait pour m'armer sur la partie Linux. C'est pas pour rester sur la touche. Donc, effectivement, ils construisent leur propre solution de cloud. Donc là, on voit les 5 leaders du marché des hyperscalers, des clouders, qui sont actuellement les plus dynamiques.
Et enfin, effectivement, on arrive à la transition Intelligentsia Artificialis et on va voir que ça va être un petit peu, là encore, ça va être un peu game changer. L'arrivée de l'IA, elle redistribue les cartes parce que quelque part, on voit que les clouders sont en train de se transformer. Là où on vendait de l'infrastructure on demand avec du CPU, avec du compute CPU, de la RAM et ainsi de suite, et de l'espace disque, ça va plus suffire parce que déjà il y avait eu la blockchain qui avait déjà un petit peu euh, donner les signaux de la nécessité de GPU. Mais alors la l'IA, là, elle arrive très clairement avec un besoin très fort d'un compute différent, d'un compute sur du GPU. Et là, les catalogues de services vont complètement bouger. Et on voit avec Bedrock aussi la volonté d'être fournisseur d'un service de consommation des modèles de données. Ça a un impact important. Et c'est là où on voit qu'un OpenAI se pose la question de se dire est-ce qu'il faut rester open source parce que du coup, ils ont besoin de ce compute. Un LLM, c'est du compute. C'est un modèle, oui, c'est de l'algorithmique, mais c'est avant tout la capacité de faire un learn, et faire un learn, ça nécessite du compute. Et plus on va aller sur un équipement qui va être adapté, optimisé pour faire ce compute, hein, meilleur va être le résultat du modèle. Et AWS l'a très très bien compris. Et c'est pour ça que leur catalogue c'est étoffé sur la partie GPU, mais ils ont été même plus loin que ça. Ils ont produit leurs propres infrastructures, leurs propres CPU. Ils ont commencé à taper dans le silicium. On verra qu'ils ne sont pas les seuls. Mais du coup, pour des sociétés comme Mistral qui sont sur des bonnets d'open source, déjà, est-ce qu'ils peuvent vraiment rester des licornes? Combien de temps ils peuvent rester des licornes? Et comment ils vont devoir graviter avec le fait que leurs modèles vont être adaptés à du hardware donné, à un hardware sur lequel ils ont fait leur learn, sur lequel le rendu du service du LLM va être meilleur dans la durée. Donc l'IA, c'est encore flou, on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer, mais clairement, c'est le nerf de la guerre, c'est le compute, et c'est un compute bien particulier. Justement, qui dit compute dit infrastructure sur lequel le compute s'exécute. Et là, c'est sérieux là. Le silicium, bah, c'est devenu un risque majeur. C'est un risque quasi géopolitique. On est dans une situation hautement inconfortable de se dire que dans une des zones les plus critiques de notre planète géopolitiquement, on a une seule société pardon, qui fabrique du 3 nano à grande échelle et qui est celle qui le fait le mieux. Ah oui, alors il y a des concurrents, hein, des concurrents américains avec Global Foundries, il y a un concurrent coréen, la partie Samsung électronique. Il y a Intel, mais alors Intel, on va en parler après, hein, parce que Intel, c'est compliqué. Et puis, il y a en plus d'autres sociétés sur le territoire taïwanais hein, qui font du 7 nano, qui sont à la porte du 3 nano. Et puis, on va voir en plus qu'effectivement, c'est hautement inconfortable parce que ceux qui n'ont pas souffert comme Intel, et j'avance un peu sur la présentation, mais ceux qui ont fait des choix différents d'Intel de justement d'externaliser leur production, bah, oui, ils ont gagné hein, vis-à-vis de Intel à ce moment-là, hein, AMD, Nvidia. Alors Apple, c'était plus en réaction au déclin d'Intel, Qualcomm. Ils se sont tous orientés vers une seule société, TSMC, sur un seul continent, sur un seul point géographique, parce que la Corée, pardon, Taïwan, et un peu derrière la Chine cachée, a décidé qu'il ne pouvait pas y avoir d'implantation d'une entreprise TSMC autre part que sur le sol taïwanais. Et là, du coup, bah, les problématiques géopolitiques rendent la situation très complexe. Et là, on s'aperçoit que les clients, bah là, c'est que des Américains. Et AMD, hein, qui a un petit peu fait très mal à Intel, Nvidia, qui est devenu la mecque du GPU, Apple Silicium, qui est clairement une solution très intéressante, on le verra un peu après, et puis Qualcomm. Qualcomm, c'est quand même un gros morceau du telco, c'est des puces bien particulières. Chez Qualcomm, c'est des usages bien particuliers, et c'est quand même très inquiétant aussi de se dire qu'ils sont tous liés à TSMC. L'Europe là-dedans, euh, je ne sais pas. Enfin, si, je sais bien, malheureusement, et non, oui, on n'est pas présent. On
on n'a pas décollé sur l'infra, sur le hardware, sur le silicium. On est en retard sur le cloud. Par contre, effectivement, on est en train de se réveiller sur l'intelligence artificielle, mais encore une fois, tout va dépendre du jeu et des cartes qu'on a dans la main et comment les choses vont être possibles et comment on va les accompagner d'un point de vue européen dans un écosystème, dans un paysage géopolitique compliqué. Alors, justement, je voulais revenir sur le cas Intel. Intel, moi, je suis né avec Intel. L'informatique que moi je connais, c'est l'informatique Intel. C'est pas que je connais, celle avec laquelle j'ai grandi, c'est l'informatique Intel. Euh, un peu avant ma naissance, on a vu arriver le premier microprocesseur Intel. On a une hégémonie des années 80 à 90 avec les architectures x86 qui sont devenues des standards d'ailleurs, hein. C'est clairement l'informatique a été modelée sur des contraintes fixées par la société Intel pendant très longtemps. Et puis les Pentium 2 et ainsi de suite, des années 80 à 90, c'est l'hégémonie Intel. En 1996, on voit arriver un petit acteur avec un processeur qui n'était pas très fiable au début, hein. C'était pas forcément en capacité de vraiment challenger Intel sur la qualité, mais ça l'était sur les coûts. En 96, AMD lance le K6. En 2000, Intel est le leader incontesté. Le marché du CPU, c'est Intel. Intel. 2006, il y a même encore mieux, hein, l'arrivée des architectures, des micro-architectures Core. Et puis Apple décide de faire son shift des archis 68000 vers PowerPC, pardon, ou 68000, mais c'est la même famille, vers l'archi x86. Voilà, ça ne peut, tout va très très bien. Et là, on voit que AMD a changé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé chez AMD, ils vont plus vite pour ressortir du CPU, ils vont plus vite pour délivrer du nouveau silicium, donc il s'est passé quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est ça. C'est qu'ils ont changé leur modèle, ils se sont dit si je veux être compétitif, je vais aller à la fois continuer à en produire, à être un device manufacturer, mais je vais aller chercher à externaliser une grosse partie de ma production sur des niveaux d'intégration sur lesquels je ne suis plus compétitif. Mais malgré tout, je me positionne en façade de marché. Alors là, clairement, Intel n'a pas vu passer la transition au 10 nano. Et du coup, bah, il commence à prendre du retard. Et ce qui va être problématique, c'est que AMD, la gamme de processeurs qu'ils vont lancer derrière, elle va être jugée ultra pertinente, complètement cette fois-ci en capacité de rivaliser avec le marché de ce que propose Intel. Et puis, bah, je dirais le point d'inflexion vraiment fort va être avec les problèmes de sécurité avec Spectre, avec Meltdown, hein, qui vont gravement nuire à la réputation d'Intel. Et à partir de ce niveau-là, AWS va commencer à sentir le vent venir, manifestement, puisqu'ils vont commencer à faire leur propre silicium avec les gravitons sur leurs propres infrastructures. Donc, on sent que, le mastodonte du cloud d'infrastructure de l'époque ne croit plus ni en l'un ni en l'autre et veut son autonomie parce que manifestement il n'est pas à l'aise. Malgré tout, il va taper chez TSMC, hein, parce que c'est le seul. Intel va devenir le seul à essayer d'être dans ce qu'ils ont appelé l'Unified Device Manufacturer, l'approche je fais moi-même mon matériel, mon logiciel pour qu'il y ait des meilleures performances. Et ça va leur coûter très très cher parce qu'ils vont plus du tout être compétitifs. Et à partir de ce moment-là, Apple se désolidarise et commence à faire son propre silicium. Il commence à se dire que oulala, c'est pas bon d'être complètement lié à Intel et il est vraiment important que je me désolidarise d'Intel. Nvidia acquiert ARM et là on voit qu'ils écrasent le marché sur le GPU, donc même sur la diversification potentielle Intel, eh ben, ça va pas être possible. Et puis on sent que là cette fois-ci Intel est dans une situation très 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 grave. Ils essayent de faire un plan de restructuration et ce plan de restructuration il est encore en cours et bah, on voit que bon la société n'a pas disparu, la société n'est pas morte et je pense pas qu'elle meure, hein, mais c'est extrêmement difficile. Alors pour conclure cette vidéo,
J'ai fait un slide, il peut paraître un peu compliqué, mais le but du jeu, c'était vraiment de remettre tous les acteurs du cloud et de montrer que ils se sont positionnés sur un partage, donc les acteurs américains hein, pour le coup. Mais j'insiste hein, sur le fait que peut-être que ce sont comme dirait Jimi Hendrix, des châteaux fabriqués avec du sable. Euh, ils, ils restent solides. Ils s'effondreront probablement pas parce qu'ils ont eu l'intelligence de se diversifier et d'être omniprésents sur la capacité à fournir du mobile device, à être les acteurs majeurs du cloud, à être les acteurs majeurs sur le domaine de l'IA, mais là ils sont extrêmement mis en concurrence. Ils s'étaient partagé le sujet du grand public, du monde du jeu vidéo. Ils avaient une hégémonie. Ils ont essayé de se sécuriser sur le sujet du silicium, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Ils se sont fabriqués une hégémonie sur la partie infrastructure hardware OS pour certains. Et voilà, on voit que c'est un partage du marché très américain et, euh, et qui a fait attention à limiter ses collisions. Par contre, bah, ce qu'on est obligé de souligner, et je vais conclure là-dessus, c'est que euh, qu'ont-ils fait au niveau du silicium? Qu'avons-nous fait au niveau mondial, au niveau du silicium, en mettant tous les œufs dans le même panier? C'est marrant de se dire que sur la partie logicielle, où ils avaient peut-être plus de maturité euh, ou plus d'énergie à proposer et de valeur à recueillir, ils se sont protégés les uns les autres sur ce que proposent les hyperscalers américains. On va voir avec la montée en puissance de cloud indien, de cloud chinois, et puis comment va réagir la Chine. Euh, ça risque d'être très intéressant. Donc voilà, je voulais commencer un petit peu cette digression hein, pour sortir un peu des sujets strictement open source. Donc je vous remercie et au revoir.